oui, tous autant vous êtes là, vous avez tous des parcours extraordinaires. En même temps, vous dites tout de suite, c'est tout à fait normal. Et on aurait pu discuter ensemble de la responsabilité sur plein de segments de votre vie. Ce qui nous a intéressé, ce qui a intéressé l'équipe, c'est de se repencher sur votre carrière dans la Marine nationale, puisque vous avez dirigé trois sous-marins, et de voir donc, un milieu qui est quand même extérieurement, quand on ne connaît pas, qui semble un peu hostile, enfermés tous ensemble dans un seul bâtiment relativement étroit. C'est l'image que je me fais du sous-marin. C'est exactement ça. Bon. Et quand même avec une notion de mettre sa vie pour moi en danger, me semble-t-il, assez régulièrement, donc ce qui donne probablement à la responsabilité, les hauts responsabilités à prendre, sans doute une couleur très, très particulière. Alors d'abord, vous m'avez dit, quand on va dans la marine, on s'engage, on est volontaire, et vous, très très jeune, vous êtes retrouvé à 24 ans avec des responsabilités de diriger. Alors racontez-nous cette première expérience à 24 ans. Oui, effectivement, je me suis engagé dans la marine à 19 ans, à l'école navale, et j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'à 24 ans, j'ai eu mon premier commandement. Alors je vous rassure tout de suite, en particulier les contribuables que vous êtes, c'était un petit bateau, pour pas des risques inutiles, un petit bateau qui faisait quand même une trentaine de mètres de long et 400 tonnes, pas dans la marine, on part en tonnes, 400 tonnes, et c'était un bateau-école, c'est un ancien dragueur de mine qui servait à former les officiers de marine et les officiers mariniers, c'est-à-dire les sous-officiers dans le langage des marins. Les officiers mariniers, on leur apprenait à diriger un bateau, à le conduire. Et moi qui étais sur le banc d'école juste 3 ans avant, je me retrouvais en responsabilité d'un petit bateau comme ça. Donc, vous êtes trouvé en responsabilité parce que vous l'avez voulu, vous avez été nommé. Alors oui, bien sûr, on peut commander quand on rentre dans la marine, c'est là pour ça. Donc, on m'avait dit déjà à l'école navale, il faut première chose que vous demandez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous marquez commandant mer indifférent. Ça veut dire je veux commander le plus vite possible et partout en France. Et bon, c'est comme ça, en écrivant sur la liste, il y a quelqu'un qui a pensé à moi, puis je n'avais pas été trop mal noté dans les premières années. Et donc je me suis retrouvé en charge de ce bateau à 24 ans, donc, avec un équipage qui à l'époque était composé pour les 2 tiers de marins de métier et un tiers d'appelés, puisque à l'époque on avait encore le service national. Voilà, et c'était un équipage très jeune, les équipages sont jeunes, c'était une moyenne d'âge à peu près 28 ans, mais ça n'empêchait pas que j'avais des gens sous mes ordres qui étaient rentrés dans la marine avant même que je sois né. Et le paradoxe, c'est que dans la marine, le jargon veut qu'on décrive le commandant comme le vieux. Et j'étais le vieux alors que j'avais l'âge des enfants de certains des gens que je dirigeais. En termes d'image, ça ne collait pas trop avec le responsable. Voilà. Donc c'est une première expérience extraordinaire. Et on découvre tout de suite que voilà, on va être seul à bord. Seul à bord dans son rôle de commandant. Alors, le rôle de commandant. Seul à bord, mais avec un équipage. Voilà, seul à bord, mais avec un équipage. C'est très important. Vous savez, on dit autrefois dans l'Antiquité, il y a 3 sortes d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. Voilà, je faisais partie de ceux qui allaient sur la mer. J'en étais très fier et j'étais au milieu de ces gens-là qui vont sur la mer. Et c'est très particulier. On est ensemble, effectivement, face à la mer, qui est un milieu hostile, qui est aussi un milieu accueillant, qu'on veut bien apprendre dans le sens du poil, si j'ose dire. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand on est jeune officier dans la marine, on vous apprend des réflexes. Et en particulier, quand vous le prenez, on vous dit s'il y a un pépin, il ne faut pas hésiter à prévenir la personne qui est juste au-dessus de vous. Et quand vous conduisez le bateau, quand vous êtes chef du car, la personne au-dessus de vous, c'est le commandant. Donc quand il arrive quelque chose, on vous dit s'il y a un pépin, prévenez le commandant. Et une nuit comme ça, j'étais donc jeune commandant, je dormais dans la couchette, et je suis réveillé en pleine nuit par un matelot que le chef de car là-haut sur la passerelle, parce qu'on ne s'arrête pas la nuit on continue à naviguer, le chef de car était embêté, la situation était gênante, et donc il prévient le commandant, qui envoie un marin me chercher dans la couchette, un pont plus bas, qui me réveille, me secoue, je suis endormi, j'ouvre un œil, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et le marin me dit commandant passerelle. Et là, mécaniquement, ma première réaction, ça a été de dire au marin est-ce qu'on a prévenu le commandant? Et là, je me suis dit non, une pipe.
le commandant, c'est moi. Alors, bon, j'ai trouvé mes bottes, j'ai enfilé un grand manteau sur mon pyjama, je suis monté à la passerelle, et puis bon, voilà, ça s'est bien passé. Mais la première réaction, c'est ça, c'est de se dire, non, une pipe, le commandant, c'est moi. Vous avez eu peur? À ce jour-là, non. J'ai eu peur déjà, oui, dans ma carrière. Ouais, et vous avez eu peur très jeune? Enfin, peur, peut-être pas. Un peu avant le commandant, oui. Bon, là, toujours pareil, j'avais choisi les sous-marins. Je vous raconterai peut-être pourquoi j'avais choisi les sous-marins. Et oui, racontez-nous tout de suite pourquoi les sous-marins, parce que je ne suis pas sûre qu'on partage ce choix ici, tous. J'avais choisi les sous-marins, bon, déjà, j'avais évalué mon aptitude, puisque quand je prends l'ascenseur, je suis pas mal à l'aise. Donc, je ne suis pas claustrophobe. Donc, bon, voilà, les espaces confinés, ça ne me faisait pas trop peur. Et donc, à l'école navale, on vous donne l'occasion de voir les différentes composantes de la marine, d'aller dans des avions, d'aller à bord de sous-marins et d'aller sur des bâtiments de surface pour que vous choisissiez un peu ce que vous allez faire plus tard. Et donc, on m'a fait faire un stage à bord d'un sous-marin. C'est un sous-marin diesel. Pour ceux d'entre vous qui sont bretons, ce sous-marin existe, c'est la Flore, il est à Lorient. Vous pouvez le visiter, je vous y invite. Et bon, c'est un sous-marin diesel, on part de Lorient, et puis en sortie de Lorient, on croise beaucoup de pêcheurs, il y a une grosse activité de pêche sur Lorient, et la situation devient assez vite compliquée autour. Et moi, je suis jeune officier stagiaire à bord, donc je regarde comment font les gens, et je suis en bas, il y a un officier à la passerelle, il fait nuit, moi je suis en bas avec un officier marinier, encore un sous-officier, et puis on entretient la situation autour du bateau. Où sont les autres bateaux, où est-ce qu'ils vont, etc. Et l'officier marinier me dit, vous voyez, lieutenant, ce bateau-là, on est en route de collision avec lui. Il va falloir qu'on manœuvre. Donc il appelle l'officier de quart en haut et il lui dit, le bateau que vous avez à tel endroit, il vient vers nous et il se rapproche. Et si on ne fait rien, on va lui rentrer dedans. Alors le type là-haut dit, ok, j'ai bien reçu, puis il se passe rien. Bon, 10 minutes plus tard, on est toujours au même cap, l'autre aussi, donc ça va arriver. L'officier marinier recommence, appelle la passerelle et il dit le bateau dont je vous ai parlé, il est toujours là et il vient toujours vers nous, lieutenant, faire quelque chose. Et il ne bouge pas. Bon. Il se tourne vers moi et il me dit lieutenant, allez chercher le commandant. Il est 2h du matin. Pour moi, c'est un monsieur important. On me dit d'y aller, j'y vais. Donc j'y vais, je casse le rideau qui protège le commandant dans sa petite couchette, je le secoue. Le commandant s'éveille, il fait ce qu'il passe, le commandant, c'est le commandant, il arrive. Il regarde la table, l'officier marinier lui montre la route de collision, le bateau qui arrive, il dit ok, j'ai compris, il monte. Il est arrivé à la passerelle et on entend dans l'interphone le commandant prend la manœuvre, à droite toute, et le bateau brutalement vire et manœuvre pour éviter celui qui arrive. Voilà. Bon, au bout de 5 minutes, on entend l'officier de quart reprend la manœuvre, le commandant descend, parce que c'est une échelle, il atterrit pratiquement sur nous. Il va voir l'officier marinier, il lui dit merci maître, et il retourne se coucher. Et là, je me suis dit que j'allais faire les sous-marins, parce qu'un tel respect pour la compétence des autres, et le fait que cette personne-là n'avait pas hésité à faire réveiller le N+2 en voyant que la personne qui était juste au-dessus de lui ne faisait pas ce qu'il fallait, moi je me suis dit c'est bien ça. C'est bien, et j'ai eu envie de continuer, donc je me suis porté volontaire pour les sous-marins, et j'y suis arrivé. Mais un événement comme ça, dans un lieu aussi confiné, ça a dû créer quand même de la tension, de la perte de confiance, justement. Non, parce que bon, c'était nuit, déjà la moitié des gens dorment, voir les 2 tiers, donc il n'y a pas de problème. Et le 2 tiers qui est debout, il ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, il y a ceux qui poussent à l'arrière, il ne voit pas ce qui se passe à l'avant. Mais tout le monde en parle, c'est sûr, le lendemain matin. Mais ce qui était bien, c'est que la personne qui était en charge avait fait son travail. Elle avait aidé celui d'en haut qui était en fait un peu débordé par tout ce qui se passait autour de lui et n'avait pas enregistré les signaux d'alerte qui étaient arrivés. La même d'arrivant bas, il avait prévenu le responsable ultime, le commandant, qui avait fait ce qu'il fallait, qui en redescendant avait remercié la personne qui avait fait son travail, donc tout le monde était content. On était toujours en vie, le bateau était abîmé, et les gens avaient bien fait leur boulot. Voilà. Donc il y a à la fois et du collectif, une capacité à déléguer, quand même un peu un grand patron au-dessus, qui sait tenir compte des compétences des autres. Je crois même que ça vous est arrivé d'ailleurs de faire appel en termes de compétences à plus compétents que vous, alors que vous étiez le commandant. Exactement, toujours pareil sur ce bateau
Donc je me présente doucement comme j'ai l'habitude. J'arrive près du quai, je n'étais pas trop mal débrouillé. Là, le vent prend et le courant aussi. Je pars complètement à droite. Bon, je récupère le bateau. Je me présente une deuxième fois, même topo. Bon, je me suis dit, on ne va pas y passer la journée. Ça m'a vu. Donc je me retourne vers le second et je lui dis, second, quel est le meilleur manœuvrier à bord? Il dit, c'est pas moi, c'est le troisième officier de quart, c'est lui. Je lui dis, bon, vous prenez la manœuvre et vous allez quitter le bateau. Donc l'officier de quart prend, il arrive vite. C'est-à-dire qu'il a mis, on a des avions conventionnels, enfin bref, il arrive vite avec le bateau. Comme il arrive vite, le courant et le vent ont peu d'effet, et donc on arrive tout le long du quai, et là il s'arrête, et il met tout en arrière pour freiner le bateau. Parce que sur un bateau, c'est pas comme sur une voiture, il n'y a pas de frein. Pour s'arrêter, il faut mettre la machine en arrière. Il faut qu'elle parte en arrière. Ça n'arrive pas toujours. Là, le coup de peau, c'est arrivé. Donc elle est partie en arrière, et le bateau s'est arrêté pile le long du quai. On a pratiquement posé les osiers sur le quai. Donc ce garçon en question avait magnifiquement exécuté la manœuvre. J'avais pris le risque, j'assumais la responsabilité. S'il se trompait, si la machine n'était pas partie en arrière, c'était fini du bateau, mais c'était aussi fini mon commandement. Mais voilà, donc là aussi, apprendre à s'informer pour qui est le plus compétent de l'équipe et lui faire confiance. Et puis, il a fait la manœuvre, et je l'ai félicité, je l'ai remercié, et je savais que j'avais un super manœuvrier avec moi qui m'a beaucoup appris au cours de mon commandement, et c'est comme ça que j'ai appris. Il n'y a pas eu de remise en question de vos compétences, justement, parce que, effectivement, aller chercher l'avis de quelqu'un d'autre, qui est moins gradé que vous, à ce moment-là, ça ne crée pas de doute, justement, sur le fait que ce soit vous qui soyez le commandant. Parce que sur un équipage, on ne peut pas être le meilleur dans chaque domaine, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître la compétence et de savoir, dans vos ressources autour, qui est le meilleur dans le domaine de compétences qui est sollicité. Et puis, vous remarquerez que je n'avais pas choisi tout seul. Comme j'étais jeune à bord, je ne savais pas encore quelles étaient les qualités des uns et des autres. Donc j'ai demandé à mon second, qui était là depuis plus longtemps, de donner son avis. Bon, ce petit mécanisme, on était 5 ou 6 à la passerelle. Très vite, en tout bord, ça s'est su. Et les gens ont su que je respectais la compétence, que j'avais confiance dans mon encadrement. Et après, cette année a été une année de bonheur absolu, parce que ça se passait très bien. Et puis on n'hésitait pas à venir me trouver quand il y avait une difficulté. Et moi, je n'hésitais pas à demander les gens quand il y avait un problème. Qu'est-ce que ça vous a appris de particulier? Donc il y a une forme d'humilité. Si on se retrouve autour des valeurs et des responsabilités que vous avez vécues, que vous avez partagées. L'humilité, la chance qu'on a quand on est marin, c'est que l'humilité, il y a un juge de paix incroyable, c'est la mer. Si vous fanfaronnez, ça ne passe pas. Et là, un jour ou l'autre, l'accident survient, ou vous devenez ridicule parce que vous n'avez pas maîtrisé la situation. Donc, Éric Tabarly a cette formule extraordinaire, il dit en mer, on sait ou on ne sait pas. Donc, si on sait, on fait, si on ne sait pas, on demande. Donc ça fait comme un équipage, même que quand on est en solitaire, on va demander à l'équipe qui est restée à terre, mais on demande. Parce que sinon, on est mort. C'est simple. Donc voilà, donc cet environnement-là, il vous force à être humble. J'ai eu la chance beaucoup plus tard. Mon dernier commandement, c'est un des plus grands bateaux de la marine, c'est un sous-marin nucléaire en Engin. Ça fait 16 000 tonnes. C'est un immeuble de 6 étages sur 1 mètre de long, avec une centrale nucléaire à bord et une centaine de bombes atomiques. Et bien cet engin-là, mon prédécesseur m'avait dit, quand il m'avait passé la suite, il m'avait dit, tu verras, quand on est en surface, c'est fait pour bien manœuvrer un plongée, il dira, quand on est en surface, si le vent vient de la gauche, essaye pas de virer à gauche sans passer par la droite, parce que derrière, ça tourne en rond. Bon, ben voilà, on dirige un engin extrêmement sophistiqué, extrêmement performant, mais on sait que par certaines conditions de vent et de mer, eh bien, il faut faire avec. Et c'est pas parce qu'on met la barre à gauche que le bateau va venir à gauche. On sait que si on veut venir à gauche, il faut partir par la droite. Bon, voilà. Donc on respecte l'expérience de l'ancien qui vous a dit ça. On met son orgueil de puissance sous ce commandant. Et puis on fait la manœuvre. Et ça prend du temps, et donc il faut anticiper. Globalement, je vous trouve extrêmement serein, donc j'imagine que c'est une qualité qu'il faut avoir à bord. Il y a des moments où vous avez douté par rapport au poids de cette responsabilité. Il y a des moments où ça s'est mal passé. Il y a des moments où vous vous êtes dit, j'ai plus envie parce que c'est trop lourd, c'est trop de pression.
truc, c'était sur un sous-marin nucléaire d'attaque. Quelque part, à l'époque, Kadhafi faisait déjà des misères à la France. Donc on surveillait ce qu'ils faisaient, c'était pour la première guerre du Golfe. Et notre mission était d'empêcher les sous-marins libyens d'aller attaquer les bateaux qui allaient transporter les troupes pour aller en Irak. Et donc, si les sous-marins libyens devaient appareiller le port, ils avaient le droit de sortir, mais pas d'aller beaucoup plus loin. Et donc, nous, on était en embuscade à la sortie, on les attendait au virage, si j'ose dire. Et là, on voit sortir les sous-marins libyens, et ils plongent, ils passent aux électriques, et on le perd complètement, c'est plus où il est. Et là, moi, j'étais bien sûr télescopique, et donc, au centre du sous-marin, et brutalement, j'ai vu tous les gens se tourner vers moi. T'allais me dire, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là aussi, bon, là, on se dit, bon, bah, j'ai dit, bah, on reste stable au cap, et puis on attend qu'on retrouve. C'était aussi simple que ça, mais tout le monde s'est tourné vers moi pour voir si j'avais paniqué, énervé. Bon, j'ai eu la conduite simple, d'être comme j'étais. Et puis, 2 minutes après, on a entendu ce sous-marin, on a à nouveau su où il était, et tout allait bien, et ça s'est bien terminé. Qu'est-ce qui a évolué? On parlait de vos 38 ans de carrière. Vous disiez que vous aviez eu envie d'être commandant, très jeune. Dans votre façon d'aborder ces responsabilités, qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous avez 23 ans et votre fin de carrière? Ou est-ce que vous aviez au départ, ce que vous aviez appris, les compétences, tout ça a été confirmé dans le vécu de cette vie à l'intérieur? Ouais, je crois que c'est le renforcement progressif tout au long de la carrière, même au-delà de mon dernier temps de commandement, quand après j'ai eu d'autres responsabilités, le fait de l'ouverture aux autres, de l'importance de travailler en équipage. Nous, on n'est pas en équipe, on est en équipage. L'esprit d'équipage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort, et de reconstituer cet esprit d'équipage, même dans des commandements à terre après, même avec des gens qui n'étaient pas nécessairement des marins, avec des civils, de faire en sorte que la cohésion, de créer le groupe, un groupe qui n'est pas autour de soi, un groupe qui est autour du projet qu'on porte. Et ça, c'est très difficile. En ce moment, j'ai en plus la chance de m'occuper d'une association de bénévoles. On en parlait, un autre grand témoin, c'était Noël Gratte au bénévolat. Mais dans cette équipe de bénévoles, le moteur, les enseignants, ils sont tous volontaires, quelque part, c'est un peu des bénévoles. Enfin, non, ils sont payés pour ça, mais en fait, ils sont acceptés d'y aller. Eh bien, c'est le groupe, parce qu'on a une cause qui nous dépasse, et que cette cause, il faut qu'elle soit réalisée, que le projet aboutisse. Voilà. C'est choisi. C'est choisi. Et c'est porté ensemble. Et chacun sait qu'il n'y a pas que le commandant qui porte. Le cuisinier dans son coin, s'il fait mal son travail, la seule fois que j'ai failli avoir un mutinerie à bord, c'est que le cuisinier était mauvais. Comme le cuisinier est mauvais sur un petit bateau, c'est une calamité. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un enseignement. Il faut faire gaffe aux compétences des gens. Et il n'y a pas de boulot banal. La personne qui vide les poubelles, c'est quand elle met la poubelle dans le sas et qu'elle va faire mal la porte du sas, tout le monde y passe. Donc, voilà. Vous dites que c'est important finalement d'avoir aussi la vie in situ, on va terminer par ça. Vous êtes en train de dire qu'être à côté, en dehors de la mer, en dehors du bateau et se connaître autrement, c'est décisif, c'est un petit peu ce qui est en train de se faire là pendant ces 3 jours, c'est-à-dire avoir une parfaite connaissance de soi-même, de ses trous, qui sont les personnes en dehors, ou c'est pas du tout ça? Je crois que ce qui apporte énormément aussi dans la chance que j'ai eu d'avoir cette carrière maritime qui m'a fait découvrir le monde entier, c'est l'ouverture aux autres et l'ouverture au monde. Savoir qu'on tient pas à la vérité, que le projet qu'on porte, c'est pas forcément le meilleur, et apprendre à regarder autour de soi et à voir qu'il y a des tas de gens qui font les choses différemment, souvent mieux, et qui ont des enseignements à tirer, mais que tout n'est pas reproductible. Il y a des choses qui marchent en Asie, qui n'ont jamais marché en France, qui fonctionnent aux États-Unis, et qui sont des échecs ressortissants chez nous. Mais au moins, on est allé voir, on a regardé, on a observé, et on s'est dit, ça c'est pour moi, ou ça l'est pas. Ça, c'est fabuleux. Je recommence demain matin, je suis trop vieux. Oui, enfin, puis je crois que vous avez quelques responsabilités au sein de l'ESCA quand même. Oui, un petit peu. Oui, c'est moi. Eh bien, écoutez, merci, je pense.